Apparition magique. Salut tout le monde, vous allez bien? Pas moi. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur un pays fantastique et merveilleux. Non, c'est pas vrai, on va parler du Qatar. Qui peut être un pays fantastique et merveilleux pour vous si vous êtes riche, mais du coup, qu'est-ce que vous faites là si vous êtes riche? Le Qatar, ou en forme longue, l'État du Qatar, ah ouais, putain, c'est vachement plus long en fait, est un pays, mais également une presqu'île du Moyen-Orient. Il s'agit d'un émirat situé dans la péninsule arabique et au sein du Golfe Persique. En voilà des mots géographiques très compliqués, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout ça. Un émirat, c'est un pays gouverné par un émir, une péninsule, c'est une presqu'île très grande, une presqu'île, c'est une île, mais rattachée au continent par une fine bande de terre, et le golfe, c'est un sport très chiant. Bon, bah je crois que tout est clair, on peut continuer. Le Qatar, c'est une monarchie absolue et ses 2 millions d'habitants y parlent l'arabe. Le drapeau qatari est quant à lui un des seuls drapeaux au monde à ne pas être carré juste pour être différent des autres, avec la couleur bordeaux de l'ancien drapeau du temps de la colonisation anglaise. Le blanc, c'est pour la paix et les 9 bandes blanches représentent les 9 émirats du Golfe Persique. Autre anecdote, mais le mot Qatar est le seul mot de la langue française avec un Q qui n'est pas rattaché par un U. C'est rigolo. De plus, le cul du Qatar... Ouais, non, en fait, non, on va arrêter là. Alors, les Anglais, les Espagnols, les Français, les Néerlandais... Eh ben non, les Portugais. Au XVIe siècle, les Portugais arrivent sur la zone et occupent le détroit d'Ormuz, et rentrent très vite en adversité avec l'Empire ottoman, et en profitent pour prendre le Qatar. Auparavant, le pays faisait partie de califats successifs, comme le califat des bien guidés, tellement bien guidé qu'il durera moins longtemps que le califat omeyyade et le califat abbasside. Sauf que les Portugais ne vont pas rester longtemps parce que l'Empire ottoman veut prendre le contrôle du Qatar, un contrôle qui sera très calme. En fait, les Ottomans n'imposent pas leur langue ni leur culture, hein. En fait c'est juste une possession administrative. Bon bah ça a l'air chiant dit comme ça, mais en réalité, effectivement c'est chiant. Oui. Vos papiers, s'il vous plaît. Tellement que plusieurs tribus tentent de s'emparer du territoire qatari sans jamais y parvenir, jusqu'à l'intervention de nos amis les gentils de l'histoire du monde, les Anglais. Au début du 19e siècle, les Anglais n'en ont pas grand chose à faire du Golfe Persique, eux ce qui les intéresse, c'est l'Inde. Sauf que quelque chose va complètement changer cette vision. Et cette chose, c'est ce que Tintin appelle l'or noir. En fait, les Anglais vont commencer à s'intéresser au Qatar quand ils vont découvrir qu'il y a un truc qui s'y cache, c'est-à-dire le pétrole. Jusqu'ici, tout va bien, sauf que les altercations vont naître avec un autre pays, le Bahreïn. Alors, qu'est-ce que le Bahreïn? Bah en fait, c'est juste un pays quoi. À cette époque, le Qatar est une possession légale du Bahreïn, mais des rébellions vont naître et seront violemment réprimées. Les Anglais, qui ont pour habitude de génocider un peu tout le monde, n'apprécient pas trop cette violence et décident de lancer des pourparlers pour changer le statut du Qatar et du Bahreïn. Pourparlers assurés par un résident de Doha, Mohamed Ben Zani, dont la famille règne encore sur le Qatar à l'heure actuelle. On peut dire que le gars est bien tombé. Ça tombe bien parce que 100 ans plus tard, plusieurs pays d'Asie veulent affirmer leur indépendance des puissances européennes. Et quand je dis les puissances, je veux dire les Anglais. Ah le bad, je suis en pleine redescente. Durant les années 60, les Anglais se retirent politiquement du Golfe, mais pas économiquement, hein, faut pas déconner non plus, ce qui permet l'émergence d'un nouveau pays. Vous vous en doutez, il s'agit des Émirats Arabes Unis. Puis ensuite, il y aura le Qatar, parce que le Qatar partira des Émirats Arabes Unis, donc... En 71, le Qatar quitte les Émirats Arabes Unis, ça j'ai déjà dit, et ça permet l'émergence du Qatar. Enfin, on y arrive. Et le Qatar va tenter d'obtenir de bonnes relations avec les pays occidentaux, comme en 1991, où même si le pays ne prend pas part à la guerre, il coopère avec l'armée américaine contre l'Irak. Mais en 1995, l'émir Khalifa Ben Hamad Al-Thani est renversé, et c'est Hamad Ben Khalifa Al-Thani qui prend sa place. Si pour vous les noms se ressemblent, hein, c'est normal, en fait c'est son fils. C'est le fils qui a dégagé le père. Ambiance. Cette prise de pouvoir a été faite avec l'appui des forces armées, des pays voisins et de la France. En vrai, le nouvel émir est un peu plus libéral que son père. Déjà, la chaîne Al Jazeera sera créée en 1996, les femmes obtiendront le droit de vote et des droits de plein exercice aussi, y compris pour se présenter aux élections quelques années plus tard. Le pays aura une constitution en 2005 et une église catholique romaine en 2008. Alors, vraie ouverture au monde ou communication extérieure bien rodée? Eh bien, pour le savoir, nous allons... C'est la communication, vous vous en doutez, je pense. Mais le Qatar, ce n'est pas que du pétrole et des droits humains bafoués. Enfin si, quand même, si, c'est quand même beaucoup ça. Mais c'est aussi de la géographie. Ça, c'est la Corse. Il y a, grosso merdo, 2 villes principales en Corse. Et tout le reste, en réalité, c'est assez vide. Et bah, le Qatar, c'est pareil. La grosse partie du pays est en fait un gigantesque désert dans lequel personne ne va. Le pays est plus long que large et a très longtemps utilisé ses nombreuses côtes pour la pêche. Parce que oui, il y a des trucs à pêcher.
En termes de vie sauvage, on peut trouver des huîtres parlières, mais aussi des oryx qui n'ont absolument rien à voir avec lui, mais qui ressemblent plus à des gazelles à grosses cornes et qui en sont même le symbole du pays. En termes écologiques, croyez-le ou non, mais le pays pue la merde. Le Qatar est tellement nul d'un point de vue écolo que, en fait, il n'y a même plus d'efforts. Hein. La production moyenne de CO2 par habitant est supérieure à 30 tonnes, bordel, ce qui est presque criminel. Mais sinon, rassurez-vous, hein, c'est évidemment pas les plus riches qui polluent. Hein, non, c'est le camionneur là, avec son camion là. Fou là, oh. Et histoire de compléter le tableau, hein, l'air y est irrespirable. Pas parce que c'est pollué, hein, non, même si bien sûr ça aide pas, hein, c'est juste parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Si vous avez de la chance au Qatar, en juillet, il fait 31 degrés. Alors, 31 degrés sans le vent, sans l'humidité, donc vraiment 31 degrés dans ta gueule. Quelle putain de chaleur! Mais de manière générale, hein, c'est plutôt dans les 40 degrés qu'on passe l'été au Qatar. Et pour ce qui est de la pluie, bon, entre juin et octobre, il n'y en a pas. Des fois, il y en a un peu en février, puis après ça s'arrête pour genre, allez, un an. Par contre, la mer est bonne si tu veux. Ah, la mer c'est tranquille, hein, si tu veux te baigner au Qatar. En août par exemple, la mer est à 30 degrés. Sans parler que t'as pas les touristes allemands et néerlandais en claquettes chaussettes à côté de toi, donc franchement c'est bien. Le vrai problème d'être touriste au Qatar, c'est que tout ce que tu peux faire, tu peux le faire que la nuit. Mais parce que le jour, comme il fait trop chaud, tout ce que tu peux faire, c'est rester dans ton hôtel avec un ventilateur sur ta tête et regarder la télé, genre des dessins animés que t'as déjà vus en français, mais que là tu regardes en arabe sur Cartoon Network quoi. فهم منه كلمة مستحيل أن أطلب منه إعادة ما قال. لسنا مضطرين، ما علينا إلا سماع كلماته بالعكس وفك شفرتها. La plus grande ville du Qatar, c'est Doha, c'est aussi sa capitale, et elle abrite la moitié de la population et la quasi-totalité de ce qui fait que vous connaissez le Qatar. Donc les hôtels, les complexes sportifs, en gros le Qatar c'est Doha. Le reste, tout le monde s'en fout. Ou pas vraiment, hein, car la région de Dukhan est celle où les principaux gisements de pétrole ont lieu. Et ne sous-estimons pas l'importance de ce pétrole que tout le monde s'arrache et qui a permis au Qatar de briller à travers le monde. Et vous voulez savoir grâce à quel produit culturel le Qatar rayonne à travers le monde? Non. Vous le savez déjà. La culture du Qatar, il y en a pas en fait. Si, il y en a, mais elle n'est pas vraiment propre au pays quoi. La famille régnante apprécie beaucoup l'art et un musée sur l'art arabe a été construit à Doha. Mais encore une fois, c'est une culture arabe et islamique très similaire à ce qui se fait dans le reste du Golfe. Tous ces musées sont contrôlés par le Qatar Museum Authority, tellement culturellement importante que son titre est écrit en anglais. Pour ce qui est du mode de vie, c'est très oriental, hein, les femmes portent la baya, ce qui rend Gabriel Attal très triste, et les femmes et les hommes sont séparés dans les écoles parce que patriarcat. Pour la culture au sens production culturelle, outre les produits culturels d'avant l'émergence économique, la culture qatari est avant tout de la communication internationale pour un truc très important, le soft power. Le soft power, on a eu l'occasion d'en parler avec la Corée du Sud, mais on va essayer d'expliquer un peu plus ce que c'est parce que c'est pas forcément très clair pour tout le monde. Le soft power, c'est une stratégie politique d'un pays qui vise à renforcer son pouvoir et son influence internationale, et ce, grâce à la diffusion massive de sa culture. À ce petit jeu-là, les gros champions, c'est les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon, la Chine et la France. États-Unis, Royaume-Uni et Japon sont très réputés pour la culture populaire, hein, les films, le rock, les mangas, tout ça. La France, c'est un soft power avec une culture beaucoup plus élitiste, et les pays entiers se la ragent parce que ça fait un espèce de marqueur social pour eux. Quant à la Chine, c'est parce qu'aujourd'hui, quasiment tous les produits sont made in China, et ça aussi, d'une certaine manière, c'est du soft power. Et d'autres pays commencent à utiliser aussi cette stratégie du soft power, comme le Canada, le Brésil, la Suisse, la Corée du Sud et évidemment le Qatar. Canada, Brésil, Corée du Sud, c'est pour la culture populaire. La Suisse, c'est comme la France, hein, une espèce de culture élitiste. Et le Qatar, c'est un peu autre chose. Parce que comme je l'ai dit, la culture qatari, c'est une culture arabe islamique. Et ça se développe pas à l'étranger. C'est trop exotique pour du soft power. Mais comme c'est ça qui définit la culture entière du pays, c'est compliqué de proposer autre chose plus occidentale, comme avec le Japon ou la Corée. Qu'à cela ne tienne! Si les Qataris ne peuvent pas créer, alors ils vont acheter en masse. Comme le Brésil, le Qatar axe son soft power culturel sur le sport. Le pays investit beaucoup sur les infrastructures occidentales, qu'elles soient architecturales, artistiques et surtout sportives. Parce que là où le Brésil est un pays de sport, le Qatar est un pays d'investisseurs pour le sport. L'émirat s'est porté volontaire, de manière complètement désintéressée bien sûr, pour la tenue de plusieurs compétitions et en a même organisé, comme les Jeux asiatiques, les championnats du monde de handball ou plus récemment la Coupe du Monde en 2022. Et là où c'est marrant, c'est que jamais auparavant, le Qatar n'a participé à la Coupe du Monde de foot ou de handball. Et oui, les équipes qataries au sport, ça gagne rarement, et le Qatar, comme je l'ai dit, c'est pas un pays de sport. Donc comment faire pour avoir des bonnes équipes quand on n'est pas un pays de sport? La stratégie du Qatar pour s'offrir une équipe, c'est de payer la nationalité à des joueurs qui n'ont pas pu intégrer leur équipe nationale. C'est comme ça que l'équipe qatari d'handball accueille en son sein Goran Stojanovic, Raphaël Capote, ou encore Bertrand Rouanet qui est né à Sainte-Gemme-d'Indigné, qui, malgré le nom de la ville, qui porte à confusion, n'est pas du tout une ville du Qatar. Pareil pour l'équipe de foot avec Luka Mendes, Roro,
Encore Karim Boudaïf, né à Rueil-Malmaison, qui pareil n'est pas une ville du Qatar. Alors vous allez me dire que c'est pas que le Qatar qui fait ça, et que l'équipe d'Espagne de foot a aussi offert la nationalité à des joueurs français comme Robin Lenormand ou Aymeric Laporte. Et c'est vrai. Tout ça pour dire que le Qatar ne se prive pas de donner la nationalité à des joueurs de sport en échange d'un salaire à vie. Comme avec Saïf Saïd Chahine, qui est kényan et qui s'est renommé en échange d'un gros salaire, parce qu'à la base son nom c'est Stephen Cherono. Alors je sais que ça se fait pas de dire les dead names, mais je pense que pour lui ça le dérange pas. Mais le pays accueille aussi le Tour du Qatar, qui correspond à peu près à ce à quoi vous pensez, et qui est organisé par les mêmes personnes qui font chaque année le Tour de France. Et puisqu'on est sur la France, vous le savez déjà, mais le pays possède le club du Paris Saint-Germain. C'est d'ailleurs grâce à cet investissement qatari que le club a pu acheter des joueurs de renommée internationale, comme Messi, Neymar, Cavani, Mbappé ou Buffon. Un investissement très rentable étant donné qu'à l'heure actuelle, le club n'a toujours pas gagné la Champions League et que tous les joueurs que j'ai cités se sont barrés. Même si bon, de manière générale, le Qatar investit beaucoup et a très peu de retour sur investissement. Le Qatar organise la Coupe du Monde de handball et se fait battre en finale à domicile par la France. Le Qatar organise la Coupe du Monde de foot et n'arrive même pas à sortir des poules, alors que bon, elle était quand même largement gagnable. Mais un autre sport sur lequel le Qatar mise énormément, c'est l'équitation. Ouais, je sais, ça surprend moi. Il y a plusieurs raisons à ça, déjà parce que c'est un sport jugé noble auquel les Qataris peuvent s'adonner, là où le foot et le hand sont plus populaires. Aux Jeux Olympiques de 2016 par exemple, le porte-drapeau du Qatar lors de la cérémonie d'ouverture était un athlète de sport équestre, Ali bin Khalid Al Thani, qui est membre de la famille royale. Je me demande comment il a fait pour être porte-drapeau. Sauf que cet engouement pour l'équitation pose plusieurs problèmes. Déjà, le Qatar n'est pas un pays très progressif au sujet de la condition animale, ni même très fair-play au niveau du dopage. C'est les chevaux qui sont dopés, pas les humains. Et les athlètes ont même été condamnés, comme Nasser Khalifa Nji Al Thani. Mais attends, putain, c'est encore un mec de la famille royale. Alors, j'ai pas trouvé l'info, mais bon, j'imagine que des Al Thani, ça court pas non plus les rues au Qatar. Si. Puis un autre problème très con, c'est le climat auquel les chevaux ne sont pas habitués, surtout s'ils viennent d'ailleurs. Mais le Qatar, c'est pas que le sport, c'est aussi des médias, et notamment celui dont on a déjà parlé, Al Jazeera. Média international entièrement financé par le Qatar himself, Al Jazeera, c'est LA chaîne du monde arabe, permise notamment par le fait que le Qatar est le pays du Golfe le mieux fourni en termes de réseau de télécommunications, ce qui a permis à cette chaîne d'être présente sur plusieurs télés du monde entier, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Égypte, Maroc, Jordanie, tous les pays arabes regardent cette chaîne. Sauf que comme je l'ai dit, elle est financée par le Qatar, et donc forcément, la critique du gouvernement qatari ou de la famille royale est illégale. Bah ouais, c'est une chaîne d'infos certes, mais si on l'envoie partout dans le monde et que c'est financé par l'État, forcément que ça devient un média de propagande. D'ailleurs, plusieurs enquêtes ont révélé que les journalistes pratiquent l'autocensure. Vous allez peut-être me dire que nous aussi on a des chaînes internationales comme TV5 Monde ou France 24, sauf qu'en France, on a un truc qui s'appelle la liberté de la presse, qui fait que si un journaliste dit que Macron a un peu abusé avec sa réforme des retraites à la con, normalement il n'aura rien. Normalement. Le problème, c'est que cet appareil de propagande est totalement accepté et même banalisé avec des médias comme Al Jazeera English, qui, comme son nom l'indique, est juste la chaîne Al Jazeera en... Non, pas en suédois, en anglais, espèce de dé... Mais on a la même chose en France. Et oui. Il est temps de parler de AJ+. Vous connaissez peut-être ce média d'info-divertissement, un peu comme Brut, Combini ou LovePost, et vous avez sans doute déjà vu des vidéos d'AJ+, sur internet. Eh bien, félicitations, vous avez regardé un média de propagande qatari. Bravo. Évidemment, on ne vous dit pas, parce que s'ils avaient appelé ça genre Al Jazeera+, vous l'auriez su. Mais AJ+, c'est déjà un peu plus discret. Et ça, c'est pour tout le monde, pour les francophones, les anglophones, allez, même les hispanophones, ils y ont droit, parce qu'après tout, il n'y a pas de raison. Le plus marrant, c'est que le public visé par AG+, est essentiellement occidental, et surtout jeune, mais surtout, de gauche. Le média aborde des sujets comme la lutte contre la discrimination, l'égalité des genres, les droits LGBT+, l'écologie, en bref, plein de sujets dont le gouvernement qui finance ce média n'a en réalité rien à faire. C'est de l'hypocrisie totale, c'est de la propagande avec une belle assiette de progressisme pour faire passer la pilule. D'ailleurs, si on va voir la chaîne YouTube AG+, et qu'on tape, allez au hasard, Coupe du Monde, tiens, que des vidéos qui nous expliquent que le boycott est hypocrite. Bizarre, non? Bizarre, comme c'est étrange. Et oui, parce que si le média est progressiste, il y a quand même un sujet qu'ils aiment pas trop aborder, c'est les droits de l'homme. Sur la défense des droits humains, il n'y a pas beaucoup de vidéos sur le sujet. Sauf quand c'est pour défoncer Israël, évidemment. Donc oui, c'est de la propagande, mais là, on a un problème. En fait, les sujets abordés...
eh ben, ils sont pas mal. Je dois reconnaître que voir des infos comme ça, bah, ça change un peu de ce que j'ai l'habitude de voir. Et en fait, bah, c'est un peu ça qui est dangereux. Parce que à force d'occuper l'antenne télé des médias traditionnels français avec des discours réac et racistes, la jeunesse française, peu réceptive à ces discours, va plutôt sur des médias alternatifs comme Brut, HuffPost et malheureusement aussi AJ+, qui, je le rappelle, est un média de propagande. En gros, en hurlant sur le présupposé communautarisme des musulmans, les médias traditionnels donnent du gras à média de propagande payé par un pays musulman qui aborde des sujets qui permettent de critiquer cette islamophobie, là où la plupart des médias français se servent de cette islamophobie comme tremplin. Certains diront que c'est les gens de gauche qui sont idiots de regarder un média payé par un pays réactionnaire, d'autres diront que c'est les gens de droite qui sont idiots de surfer sur cette islamophobie qui alimente des médias de propagande, qui eux proposent des reportages moins insultants et dégradants. Alors qu'en réalité, le plus con dans l'histoire, c'est moi qui vous fais la pub de ce machin depuis 5 minutes. J'espère avoir amené un peu la paix avec ce compromis, voilà. N'hésitez pas à m'insulter bien sûr. On a déjà bien parlé de ça, mais on va continuer sur cette lancée, la politique. Alors étant donné que seulement 20% de la population a la nationalité et qu'il n'y a pas de parti politique, on va pas s'attarder sur les élections, ce qui est intéressant c'est comme le reste, l'international. Et sachez par exemple que le Qatar adore la France. La famille royale voit la France comme une terre d'investissement, mais aussi un endroit très classe et luxueux, et font tout pour avoir des bonnes relations avec l'ensemble des politiques français. Tout commence en 1995 avec le nouvel émir qui vient de détrôner son père et que la France reconnaît immédiatement comme le nouveau roi. Et ça tombe bien, le nouveau roi est fan de la France et du français surtout. Et le jeune roi a 2 amis, Jacques Chirac et Total. Total qui va l'aider pour le développement de son industrie pétrolière. L'entièreté de la famille de l'émir apprend le français, y compris sa 2e femme et ses 24 enfants, qui sont envoyés ensuite l'été dans les Ardennes. Alors pour vous ça ressemble à une punition, mais apparemment passer son été à la salle des fêtes de Charleville-Mézières, c'est cool pour les Qataris, donc bon bah, pourquoi pas. C'est pour ça d'ailleurs que la famille royale parle français couramment. Je voudrais à cette occasion exprimer combien je me réjouis de l'amitié qui unit aujourd'hui la France et le Qatar. En fait, l'objectif de la famille royale, c'est de créer une élite qatari, de faire de Doha le nouveau Paris, une ville luxueuse, libre, où tout le monde veut aller. Des partenariats sont faits pour construire des campus, des hôtels, des entreprises de luxe, ça fait venir les étrangers du monde entier qui représentent 80% du pays, sauf que bon bah ça énerve aussi les locaux. Des imams et des jeunes veulent que ces étrangers partent et craignent de devenir comme Dubaï, un lieu de luxe et de débauche. La population qatari de base en fait elle veut pas s'ouvrir au monde. La Coupe du Monde d'ailleurs, avec tous les risques d'alcool, de prostitution, bah ça les faisait flipper. Pour ce qui est du reste des relations, le Qatar a pas mal d'ennemis. Déjà, il y a Israël, logique, mais également l'Arabie Saoudite, l'Égypte ou la Syrie à cause d'un truc, les frères musulmans. Les frères musulmans, c'est une organisation reconnue comme terroriste qui prône une islamisation non violente et la lutte contre le laïcisme européen et pour l'instauration de la charia et le rejet des femmes. Des gens sympas. Le Qatar finance cette organisation que plusieurs pays musulmans et nationalistes répriment parce que c'est pas la même mouvance islamiste. Le Qatar est un pays chiite alors que l'Arabie Saoudite par exemple est sunnite, même si en fait la différence se joue surtout au niveau de l'interprétation du Coran et au fait que le Qatar est légèrement moins restrictif que l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite accuse le Qatar d'avoir également financé l'État islamique et le Qatar accuse l'Arabie Saoudite d'avoir financé l'État islamique. Probablement qu'en fait les deux le financent. Le Qatar c'est un pays qui veut s'ouvrir au monde, en tout cas son gouvernement, sauf que la population qatari ne veut pas et subit un peu cette ouverture. Mais bon, de toute façon, le gouvernement qatari, ce que pense sa population, il s'en fout en fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a pas mal de polémiques qui viennent de par chez nous sur des problèmes liés aux droits de l'homme au Qatar. Tout ça pour dire que le Qatar c'est un chouette pays. Si vous êtes riche et influent, et pas une femme, et pas LGBT, et pas...